We got to do a better job scoring points. I know it sounds pretty obvious and to the point with it, but I'm going to keep it just very blunt on that right there. We got to do a better job putting our players in position to make plays. We have too many good players. You know, we got to put in a better position to capitalize on it. That's it. We got to make sure, you know, we sit down tomorrow as a coaching staff and understand how we got to play this game and give our players a chance to make plays. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 43. Défaite 30-10 de nos Giants qui étaient en déplacement chez les Buccaneers de Tampa Bay. Je me demande à quoi a servi cette bye week. Qu'est-ce que l'équipe a pu faire pendant cette préparation de 2 semaines. En tout cas, je sais ce que Thiergo a fait. Il était en vacances. Comment vas-tu, mon petit Thiergo ? Bah écoute, ça allait bien jusqu'à ce matin. Je dois dire que même lundi, j'étais quand même un peu content d'être de retour après des vacances fortement méritées et joyeusement vécues, dirons-nous. Mais vous m'avez manqué, donc j'étais content de me dire tiens, on va faire un podcast, ça va être cool et tout. Et j'ai vu le résultat ce matin et là je me suis dit ça va être la misère. Enfin, c'est 30-10 pour les Buccaneers, c'est minable. Le non-match, c'est peut-être le pire match de l'année, on va y revenir, mais avant ça, je vais te parler de Vincent Scholler, je vais te parler de Freakazoid, de Quentin et de Victor Roulier, fan des Eagles. Qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'on parle d'eux ? Bah écoute, l'un d'entre eux a extrêmement mauvais goût, puisqu'il supporte les Eagles, mais on l'apprécie quand même et on le remercie grandement pour sa contribution au Patreon de Only a Giant podcast. Maintenant, on espère qu'il crée un Patreon pour le podcast des Eagles auquel on contribuera bien volontiers pour soutenir nos confrères, mais il faut aussi remercier les autres contributeurs, les autres personnes que tu as nommées. On en parle maintenant chaque semaine de ce Patreon qu'on a lancé afin de soutenir le podcast que l'on tient depuis un petit moment. Ouais. Et pour vous rappeler le concept de Patreon, comme je le fais à chaque fois, s'il s'agit d'un site sur lequel vous pouvez vous abonner, il y a différents niveaux d'abonnement et à chaque niveau d'abonnement, vous avez des goodies qui sont offerts. Et puis en plus, on en profite pour vous remercier dans les ondes. Alors comme vous ne pouvez pas faire de contribution juste ponctuelle, il faut forcément prendre un abonnement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un abonnement que vous devez garder dans la durée. Dès que vous avez été débité une fois, vous enlevez l'abonnement et puis c'est bon. Voilà, et dans les contributions, il y a des gens qui justement ont fait ça, qui ont donné une fois et qui après se sont désabonnés, donc évidemment ils ont le droit à la contrepartie, et certains ont pris la contrepartie il y avait des stickers, il y avait le remerciement en live, et il y avait les sous-bocs. Sachez que les sous-bocs sont en train d'être travaillés, je suis dessus, je suis en train d'essayer de faire des tests, et à un moment j'enverrai d'ailleurs sur le Twitter les différents tests que j'ai faits pour que vous votiez pour celui qui vous plaît le plus, et ensuite je les ferai imprimer et je pourrai les envoyer à tout le monde. Voilà, donc ça fait partie des contributions. On va... Attends, juste avant qu'on enchaîne, parce que... alors déjà, il faut rappeler que la page, c'est patreon.com/onlyagiantpodcast. Voilà, à retrouver dans la description à chaque fois, on la met avec le lien directement. Voilà, et puis surtout, en fait, je vois que notre ami Victor Roulier a mis un commentaire. Oui. Alors, il y a écrit 2S, donc je suppose que c'est pas il y a 2 secondes, mais plutôt il y a 2 semaines. Oui, d'ailleurs, c'est le 9 novembre, quand je m'envolais au Brésil, où il a mis, vu que je suis le président du Xavier McKinney fan account, je suis obligé de participer. Eh bien... Merci Monsieur le Président, c'est très sympa. Merci à tous ceux qui participent malgré cette saison calamiteuse de nos Giants. Alors justement, ce match, eh bien écoute, je ne sais pas par quel bout commencer. Juste rapidement la physionomie du match. En gros, il y avait 10-10 en milieu du deuxième quart-temps, et ensuite on encaisse un touchdown, 17-10 à la mi-temps. On a l'occasion d'éventuellement recoller, mais on joue une 4e et 1 vraiment pourri. On en reparlera d'ailleurs. On a quelqu'un sur Twitter qui nous a dit je l'ai toujours en travers de la gorge. Eh bien oui, moi aussi je l'ai toujours en travers de la gorge. 4e et 1 complètement moisi, toujours des problèmes dans la red zone, et donc on n'a pas recollé à 10-10, et ensuite ils prennent le large, et puis c'est finalement une défaite 30-10. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce match avant qu'on parle de certains joueurs en particulier ? Et ben en fait que le score aurait pu tout simplement être de 33.
parce que il faut bien l'avouer, mais ce seul touchdown qu'on a marqué, c'est quand même de la chance. Il y a une passe de Tom Brady qui rebondit, il me semble, sur les mains de Mike Evans, et c'est attrapé par Adoree Jackson, qui donc fait son boulot, hein, donc là il n'y a pas de problème, mais en fait on récupère le ballon dans les 5 yards de la goal line des Buccaneers. Et en fait on a eu les Buccaneers en les surprenant avec un trick play, avec une excellente réception de notre ami Andrew Thomas, le left tackle. Il est beau, hein, le TD. Et il est beau, hein. Bon, il a dit quand même, c'est quand même plus compliqué qu'à l'entraînement, mais personne. Mais il est en extension, il tend les bras, machin, et il est quand même. Il est athlétique, le gars. Ouais. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que on a juste attrapé les Buccaneers par surprise. Enfin, on les a surpris. J'ai fait du franglais. Oui. On a surpris les Buccaneers, mais je pense que si on avait essayé de faire un touchdown à la régulière, genre avec une course ou une pauvre fade route sur Evan Engram comme Jason Garrett en a le secret, bah on n'aurait pas marqué. On aurait au mieux marqué un deuxième field goal, mais voilà quoi. Donc c'est dire en fait vraiment le niveau de cette attaque sur tout ce match. Ouais, en gros, tu as évoqué hein, les deux, on va dire les trois actions consécutives un peu highlight du match où il s'est passé un truc où on s'est dit tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et ça a duré environ 1 minute. Interception suivie d'une course et puis raté et puis de la passe pour le TD. Voilà, c'est en gros le seul truc qui s'est passé de bien dans ce match, on va dire le bright spot, comment dire, la zone de lumière, je sais pas comment on dit. Ouais, enfin le temps fort. Le temps fort, voilà. Un du temps côté fort des de Giants. 1 minute, voilà. Et ensuite, tout le reste, c'était pourri. Je sais pas par qui on commence, par quoi on commence. On peut commencer par cette attaque, hein, puisque, juste pour rappel, hein, commençons par Joe Judge et sa conférence de presse de fin de match qui en dit long, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, tu me parlais d'un extrait en particulier, mais globalement, hein, si on retient ce qu'il a dit, c'est que alors, il a longtemps défendu un peu tout le monde, mais là, il a critiqué principalement le coaching staff, dont lui, hein, il s'inclut dedans. Mais il dit clairement, il faut marquer plus de points et on ne met pas du tout les joueurs en position de réussir. Et principalement, j'ai l'impression qu'on retient surtout le fait que Golladay a été visé que 2 fois. Pourquoi on paye un mec 71 millions pour lui faire 2 passes dans le match ? C'est juste ridicule. Kadarius Toney qui est mis en avant, pareil, il est pas assez mis en avant justement, et ça a été le cas de nombreuses fois. Sur des actions décisives, on met pas nos joueurs stars sur le terrain, on fait rentrer des receveurs en place. Enfin voilà, il y a aucune logique et voilà, de manière indirecte, j'ai l'impression que Joe Judge visait clairement Jason Garrett. Ouais, et puis là, au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, je crois que c'est un peu avant, tu me disais, avant une conférence de presse que doit tenir Joe Judge. Oui, alors juste avant que tu ailles plus loin, c'est une conférence de presse qui tient tout le temps, hein, elle est pas dédiée, il n'a pas missionné une conférence de presse spécialement pour Non, ce toutes les moment-là, semaines, mais il y en a tout cette cas, conférence. voilà, mais le Twitter français, le Twitter mondial, surtout américain en tout cas, attend cette conférence de presse, tout le monde espère qu'il annonce quelque chose. Ouais, alors je sais pas si il annoncera le départ de Jason Garrett, parce que on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est pas vraiment dans l'ADN des Giants de virer des coachs en cours de saison, sauf si ça se passe vraiment mal, style Marc Colombo l'année dernière, où je crois qu'ils en étaient presque venus aux mains. Là, je pense pas que ce sera le cas, mais quand on regarde, enfin, on va mettre l'extrait, enfin, on a mis l'extrait au moment où vous écoutez de cette conférence de presse de Joe Judge du lundi soir, enfin, juste après le match en introduction, et comme on dit chez moi, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein. Voilà, il cite jamais Jason Garrett, mais il dit mais il faut qu'on marque des points. On a des bons joueurs, on les met pas en bonne position pour qu'ils réussissent. Ouais. Il y avait des opportunités en profondeur. Soit on les a pas prises, soit on a eu des pénalités. Enfin, il arrête pas en fait de tacler le coaching. Et comme tu as dit, il s'inclut aussi parce que au final, même s'il tacle Jason Garrett, il s'auto-tacle aussi un peu parce que la décision. Il est obligé. Voilà. Il peut pas. La peut pas tirer décision les de gars sous le bus garder, comme ça. garder Garrett aussi longtemps, c'est aussi sa décision. Hein. Jusqu'à C'est présent, sûr. Oui, c'est sûr. il esquivait un peu toujours les questions sur le coaching staff et maintenant il rentre dedans et dit non, il y a un problème, ça va pas. Bon, on aurait aimé qu'il s'en rende compte un peu plus tôt quand même. Alors, est-ce qu'il va virer ou pas Jason Garrett ? J'en suis pas sûr.
Bah, en fait, moi je vois 3 scénarios. Scénario 1, il se passe rien, il fait ses conférences de presse classiques et il n'y a rien qui change. Scénario C'est 2, horrible. il nous dit Jason Garrett est toujours là. Par contre, le play calling, je lui retire parce que ça me va pas, mais je le donne, à part à Freddy Kitchens, je vois pas à qui il pourrait le donner, donc potentiellement à Freddy Kitchens. C'était lui qui l'avait eu l'année dernière quand Garrett avait eu le Covid. Troisième scénario, c'est on le vire et on passe carrément à autre chose parce que de toute façon, là, il faut une étincelle. Il faut changer quelque chose. J'ai l'impression, Joe Judge n'a pas perdu le vestiaire. Par contre, clairement, quand je vois l'investissement de certains joueurs en attaque, des blocs à moitié faits, des mecs qui font pas le taf, des mecs qui commencent à se plaindre, etc. Il faut une étincelle à la fois pour les supporters qui attendent quelque chose et un vrai changement, mais aussi pour les joueurs qui, je crois, ne croient plus en Jason Garrett. Donc il va falloir faire quelque chose. Si là, dans la conférence de presse, il annonce rien et qu'on va, Non, c'est horrible, ça. on rentre chez nous là pour le match suivant où on va accueillir les Eagles pour le fameux match où on va mettre en avant Michael Strahan pour sa carrière, etc. Je crois qu'on va retirer son maillot et qu'on arrive avec rien, aucune volonté plus que ce qu'on a là, ça me semble très compliqué et je crois qu'à un moment ça va plus passer, quoi. Et comme tu dis, par le fait qu'il le garde, Jason Garrett, et qu'il croit en lui, en fait c'est son job qui est remis en jeu aussi, parce qu'à un moment c'est bien de croire en quelqu'un, c'est bien d'être fidèle, mais si ça te coûte ton job, ça devient compliqué. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je vois pas comment est-ce que le premier scénario où il ne se passe rien est concevable. Euh, enfin, dès le début, on était des grands fans de Joe Judge, de son discours, de son attitude, de ce qu'il apportait à cette équipe. Euh, Moi, j'ai plus longtemps voulu accorder le bénéfice du doute à Jason Garrett que toi. Bon, finalement, j'ai rejoint le côté clair de la force pour dire qu'en fait, non, c'est Jason Garrett le C'est problème une de merde. voilà. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est clair, c'est que si on doit rempiler pour une troisième saison de Joe Judge avec Garrett, Non, ah bah c'est pas non, on possible. les dégage tous. Non, c'est bon, ça suffit. Si le choix de Joe Judge est de rester avec Garrett, autant qu'il dégage. Très bien. Ah bah là oui, non mais je pense pas que ce soit le cas, à mon avis là il se rend... En fait ça se voyait dans son état d'énervement hier pendant sa conférence de presse, parfois même après des défaites, il restait plus ou moins serein, mais là il avait l'air vénère, et franchement il avait l'air vénère, c'est ce que je disais sur Twitter. Je pense que des changements sont à venir là dans les heures qui viennent, j'espère pendant que je serai en train de faire le montage du podcast. On verra, écoute, on verra ce Mais qu'il je va pense que le annoncer. scénario le plus probable, c'est celui que le deuxième, Ouais, que tu je crois disais, aussi. c'était Jason Garrett n'est pas viré, on le garde, il sera assistant offensive coordinateur, et puis on donne le play calling à Freddy Kitchens. Donc Mais il est après dégradé. est-ce que lui, Garrett, enfin c'est comme quand Shermer est parti, on a dit ah ce serait pas mal qu'il reste un coordinateur offensif. Mais en fait c'est pas possible, quasi. Un mec tu peux pas le mettre à un poste inférieur. Enfin c'est compliqué. Tout est possible, mais c'est vrai que quand t'es head coach, c'est dur qu'on te dise d'un coup bah maintenant tu vas distribuer les bouteilles d'eau. Oui bah non, j'étais head coach juste avant, je vais pas me mettre à faire ça quoi. Ouais, Donc mais en fait, c'est pas la première fois que Garrett a été obligé de lâcher son play calling sans pour autant perdre son poste. Tu vois, il a eu ça quand il était chez les Cowboys, quand il était ouais mais head après il est coach. passé head coach. Non, en fait, il était déjà head coach et il était un head coach offensif coordinateur. Enfin, Donc là coordinateur en fait offensif. pour toi il resterait officiellement le coordinateur, mais c'est juste plus lui qui appelle les jeux, c'est ça que tu dis. Alors, je sais pas. Peut-être. Peut-être que Je c'est sais pas ça. si On c'est va, possible ça. Si, si, c'est tout à fait possible, hein. Tu peux très bien dire, bah, c'est toujours lui le coordinateur offensif. Par contre, le play calling, donc ça veut dire qu'on reste toujours sur la base de Garrett. Tu vas pas refaire le playbook en plein milieu de saison, de toute Non, manière. c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait. Mais après, en gardant le playbook, tu peux très bien dire que ce soit Freddy Kitchens Ouais. qui est coordinateur et du coup qui appelle les jeux. Là, j'ai plus de mal à dire s'il reste officiellement le coordinateur, c'est dur de donner le play calling à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. Mais de toute façon, Bon. admettons qu'on lui dise, bah, c'est plus le coordinateur, mais il reste dans un autre rôle. Après, ça ne tient qu'à lui de se dire, bah non, je préfère me casser complètement, ou oui, ok, j'ai pas de couilles, donc je reste là, et puis, enfin, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, je vois pas comment est-ce qu'on peut attaquer le prochain match avec Mm. le même coordinateur offensif. Pour moi, c'est tout simplement inconcevable, parce que on a dit qu'on allait les éclater, ces Eagles, et on va les éclater. Mais ça risque d'être très 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 difficile avec Jason Garrett à la baguette. Ouais, et les problèmes sont exactement les mêmes que ceux qu'on donne depuis le début de saison. Très peu de passes profondes,
un ou deux trick plays dans le match, histoire de faire un petit peu illusion. Il y a eu une reverse à un moment, enfin, il y a eu sur un receveur, sur John Ross qui a gagné à peu près 16 yards. Il y a eu une passe, la fameuse passe de Kadarius Toney, on a le droit à une par match maintenant, mais finalement ça surprend plus grand monde. Enfin voilà, tout est téléphoné, on ne progresse pas en red zone, on est petits bras. La 4e et 1 contente, on sent que les mecs savent pas. Ils ont mis 20 secondes avant d'annoncer le jeu. T'as les mecs ils sont en 4e et 1 et t'as les joueurs qui attendent qu'on leur donne des consignes. Et puis après, du coup, on n'a plus le temps. Donc on se précipite pour jouer un jeu qui était tout pourri, tout mal appelé, avec une vieille bootleg de Daniel Jones qui sort et qui a personne à qui lancer la balle. Enfin, je sais pas si t'as vu aussi ce jeu où t'as des joueurs qui croisent à l'intérieur et qui se rendent tous dedans. Ils se retrouvent à 3 collés les uns aux autres. Et clairement, là, il y en a forcément un qui a mal fait son tracé parce que c'est pas possible que ça se croise comme ça avec 3 joueurs qui se rangent les uns dans les autres. Enfin voilà, plein de merde. Il y a rien qui va dans cette attaque alors que, comme on l'a dit, il y a clairement du talent. Et avec les joueurs qu'on a, on devrait faire bien mieux, même si la O-line ne tient pas vraiment. D'ailleurs, si on passe à cette stat et qu'on parle un petit peu maintenant des joueurs, Jones a été mis sous pression 48% du temps. Là où un Brady est mis sous pression à peu près 20% du temps sur ce match-là. Donc ça, à la fois ça critique notre O-line, à la fois ça critique notre défense. Et c'est pas pour défendre Jones qui fait un match plutôt mauvais. Mais c'est vrai que forcément, si t'es mis sous pression 48% du temps, que tes schémas de jeu appelés sont pourris, que tes receveurs sont pas ouverts parce qu'ils courent pas les bons tracés, et qu'en red zone c'est pas du tout inspiré, bon, je veux dire, t'as beau être le meilleur. En fait, ce que je pense là, c'est que même si tu mets un très bon QB à la place de Jones, ou un très bon QB reconnu, tu mets par exemple un Aaron Rodgers, je suis pas sûr qu'il fasse des miracles dans cette attaque actuellement, vu comme elle est drivée. Un Aaron Rodgers ou un Tom Brady. Mais ça on le dit depuis des années, n'importe quel QB galérera derrière cette ligne offensive. Alors, et derrière ces schémas tactiques aussi. Hein, c'est pas oui, alors ça, c'est voilà, c'est un tout voilà. Pour moi. Hein, je le vois vraiment comme un tout. C'est un tout. Mais en fait, on a vu en effet que la ligne offensive, elle n'a pas fondamentalement changé entre Pat Shurmur et Joe Judge. Bon, si, il y a Andrew Thomas, mais ouais, enfin, là, ce que le je veux dire, c'est que le niveau, ce que je veux te dire, c'est que Shurmur n'avait pas forcément. Oh un tweet il y a 2 minutes, les Giants ont viré Jason Garrett. Ah, bon bah voilà. Mais le live que vous aurez en différé, wow, alors, il est 19h22 heure française et on m'annonce dans l'oreillette que Jason Garrett n'est plus un coach selon des Pat Giants. Lennard, que je ne suis plus parce que je le déteste. Breaking news, the Giants are firing offensive coordinator Jason Garrett after 26 games in New York, according to source. Voilà, c'est confirmé par Lawrence Steins, l'ancien kicker des Giants. Bon, je pense qu'en fait, il fait que suivre ce que Pat Leonard a dit. Il suffit qu'un mec dise ça et puis bon. Non, mais écoute, tu vois. Du coup, la conférence de presse de Joe Judge va être à suivre de manière assidue. Ouais. Bon bah voilà, et c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai tweeté, j'ai dit ce serait marrant que ça arrive avant le podcast et encore mieux pendant le podcast. Bon bah voilà. Alors il y a François de French Eagles qui vient de dire en plus je l'avais annoncé il y a 1 heure, donc nous savons qui a pris la décision, c'est French Eagles qui l'a dit. Non mais bon voilà, on s'y attendait, c'était juste la forme qu'on ne connaissait pas, et bah maintenant on est fixé, il est donc tout simplement viré. Voilà. Bon bah écoute, voilà, donc dans nos 3 scénarios, c'était finalement le 3e. Juste pour info, hein, j'ai vu ça tout à l'heure, on est l'équipe qui a marqué le moins de touchdowns, avec 1,6 touchdowns par match depuis Jason Garrett. On a marqué moins de touchdowns que les Jets. Il y a quand même des équipes qui ont vraiment des attaques pourries, et ben on a une attaque plus pourrie que les attaques pourries de NFL. Ouais. Donc il était temps de faire quelque chose, et j'ai vu aussi qu'il avait marqué autant de touchdowns en 1 an de Pat Shurmur que en 1 an et demi de Garrett, notre ami Daniel Jones. Donc c'est sûr qu'il a du talent, mais si tu fais rien pour le mettre à contribution, voilà. Bon, voilà. Mais voilà, mais en fait ce que je voulais dire, c'est justement sous Pat Shurmur, la ligne offensive n'était pas forcément meilleure que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Exact, voilà. Et pourtant, Pat Shurmur avait des plans de jeu où j'ai pas envie de dire que Jones était excellent sous Pat Shurmur, mais il arrivait en tout cas à exploiter Jones et en faire quelque chose. On n'était pas là, on a vraiment régressé à cause de Jason Garrett. Moi, je sais très bien que on va probablement me dire que j'étais un des premiers à dire c'est super Jason Garrett, c'était quand même un bon coordinateur offensif chez les Cowboys. Oui, je l'ai dit et j'y croyais. Et puis j'ai vu ce qui s'est passé chez les Giants, et ma conclusion est que
ce qui a fait le succès de Jason Garrett chez les Cowboys, c'est tout simplement Tony Romo et Jason Witten et les autres joueurs qu'il a eu pour sous ses ordres, quoi. Mais ça y est, le cauchemar est terminé. Ouais, le cauchemar est terminé et on espère que. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Freddy Kitchens, je vois pas qui d'autre. De toute façon, il va pas faire venir un mec de l'extérieur. Tu le disais, on l'a dit déjà, il faut continuer avec le même playbook. Donc, je pense que c'est ça qui va être annoncé. C'est ce qu'il y a de plus logique. Enfin, de toute façon, t'as moins d'une semaine là pour te préparer au match des Eagles. Non, tu peux pas faire venir un mec du du trou du cul de je sais pas où là. Exactement. Non. Ah, je vois un tweet qui dit que c'est Plax qui sera coordinateur offensif. J'espère que tu prends ton avion ce soir là. Faut y aller. Ouais. Bah écoute, moi j'y vais, y a pas de souci. Je suis sûr que je ferai pas un pire job. Ah ouais, c'est clair. Non, ce serait impossible. Non, on se rend pas compte de la difficulté malgré tout. Hein. Bon, voilà, on dit pas n'importe quoi. Mais bon, voilà. On verra ce qu'il va annoncer tout à l'heure. Maintenant, si on revient sur ce match, donc Jones qui fait un des pires matchs de sa vie, qui lance l'interception la plus ridicule. Tu l'as vu cette interception qu'il lance sur un D-line. En plus, le truc c'est que j'ai vu l'interception, je fais c'est qui le receveur? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais en fait, c'est même pas un receveur, quoi. C'est le centre. Il envoie au centre, mais c'est n'importe quoi. Non, voilà. Là clairement, il était perdu sur ce jeu. Je sais pas ce qu'il a foutu. Mais voilà, c'est un match. Alors attends, ces stats, c'est quoi? Je les avais sous les yeux, juste qu'on en parle une seconde. 23 sur 38, 167 yards, un touchdown, 2 interceptions. Le jeu de course était inexistant, hein, globalement, donc c'est pour ça qu'il a dû. Il a dû lancer beaucoup de ballons. Mais non, le jeu de course était inexistant, il n'y avait rien à faire. Bah justement, Daniel Jones qui fait un des pires matchs de sa carrière chez les Giants, c'est peut-être ça qui a déclenché aussi le fait. J'ai l'impression qu'on l'a dit quand même quelques fois durant cette saison. Non, moi Daniel Jones, j'ai trouvé pas souvent, mais il me semble qu'on l'a dit au moins une autre fois. Je sais plus quel match. Oui, c'était contre les Rams. Voilà. En fait, ce match-là et le match des Rams, c'était les deux matchs les pires. Ça a été les pires matchs aussi de Daniel Jones. Et ça le a été match aussi des Buccaneers l'année dernière était aussi un des pires de Daniel Jones. Exact. Ouais. Ça fait 2 fois. En fait, sa première victoire à Jones, c'était contre les Buccaneers il y a 3 ans. Ouais. L'année dernière, il y a 2 ans, l'année dernière, c'était pourri. Cette année, c'était aussi pourri. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. On parlait de Daniel Jones. Ouais, que c'était pourri. Donc c'était pourri, voilà. Mais qu'en fait il avait mine de rien pas de game plan, pas de ligne offensive, des receveurs absents, enfin qui connaissaient pas non plus les tracés. On a vu qu'il pouvait faire le taf, Daniel Jones. Et là, ce que j'aimerais, c'est que sur les matchs qui restent, c'est que on voit des jeux mieux appelés et que du coup on puisse vraiment se faire un avis, quoi. Et que laissons-le lancer des passes longues, ouvrons un peu le playbook sur des trucs nouveaux. Ouais. Et de toute façon, c'est pas possible que le nouveau coordinateur offensif arrive et qu'il reprenne la suite exactement comme ça se passait, aussi pourri avec Jason Garrett. C'est pas possible. Donc on va enfin pouvoir voir des choses, j'espère, plus inspirées et qu'on dise et bah là, pendant tout le match, on vise Tony et on vise Golladay. Et voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Toutes les équipes, quand elles trouvent quelque chose qui marche, elles en abusent. Nous, on n'a jamais su le faire. On a toujours essayé des trucs un peu bizarres avec des petites passes, des petits trucs à droite à gauche. Donc voilà. Alors après, j'ai pas cité Saquon Barkley dans nos armes parce que c'était le deuxième point que je voulais aborder. On l'a déjà dit, Saquon Barkley commençait à revenir, à être intéressant au moment où il s'est reblessé malheureusement. Là, sur ce match-là, je l'ai trouvé fade. Vraiment fade. Et encore une fois, les courses où il se fait bouffer dès le début et où effectivement il y a un joueur sur son dos dès le début. Je suis désolé, mais un Devontae Booker, il va aller gagner 2 yards. Saquon Barkley, il va juste faire une vieille merde et perdre 1 yard. Donc là, pour l'instant, Saquon Barkley, je comprends pas pourquoi il joue autant. Et pour moi, il faut faire jouer Booker au moins à 50-50, ce qui n'est pas le cas. C'est triste quand même. C'est très triste pour Barkley qui nous avait fait une superbe première saison et puis maintenant plus rien. Enfin, ça sent vraiment la fin pour ce joueur. Je vois pas comment est-ce qu'on peut continuer avec ça. Malheureusement, ces blessures vont donner raison à tous ceux qui avaient dit qu'il ne fallait pas drafter un running back. Et quand leur argument c'était ils sont fragiles, bah là pour le coup ils avaient raison. Quand leur argument c'était c'est pas assez important et n'importe quel running back peut faire le taf, quand on voit ce que Saquon Barkley a fait sur sa saison rookie, là je suis pas d'accord. Et s'il s'était pas blessé, mais avec des si on refait le monde, et on l'a déjà dit, et je sais même plus quelle est ton expression là avec tes si et ta grand-mère là, je sais plus ce que avec des si on appellerait ma tante mon oncle. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, voilà, maintenant le fait est que effectivement il a l'air assez fragile et je pense que dans sa tête il est plus en confiance et cette fragilité physique se reflète sur son jeu maintenant. Donc, Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. C'est terrible.
C'est terrible, donc bon, c'est... En tout cas, j'espère vraiment qu'on va viser du Goladay plus. Et en fait, tu vois, ce que j'aimerais, c'est que, en fait, on sent la frustration monter sur certains joueurs parce qu'ils sont pas visés. Alors maintenant, s'ils sont visés et que les mecs font pas le taf, là c'est autre chose. Ils vont pas être frustrés contre les coachs. Ils peuvent être frustrés contre eux s'ils veulent, ils peuvent être frustrés contre plein de choses. Mais si la balle est lancée dans leur direction, qu'elle est lancée correctement et que maintenant ils font pas les jeux, là tu vois, c'est plus la même histoire. Goladay, il a été visé 2 fois. Alors une fois, il fait un catch pour 12 yards, une fois, c'est une interférence de passe. Par contre, c'est 2 fois le même tracé, un espèce de slant carré intérieur à 8-10 yards. Donc bon. Je pense qu'il s'est joué d'autres tracés, Kenny Goladay quand même. Et jusqu'à Darius Toney, il fait 7 réceptions, 40 yards, dont une sur 12 targets quand même. Donc là, pour le coup, on peut pas dire qu'il n'a pas été visé. Et il y en a une où la passe, c'est une passe pour 0 yards. Et je sais pas si tu as vu, mais il fait gauche-droite. Il évite encore 4 mecs comme il sait si bien le faire. Et alors qu'il était censé gagner 0 yards, il en gagne 5. Donc ça, c'est typiquement le genre d'action que j'aime bien chez Kadarius Toney. Ouais, non, c'est clair. Il y a vraiment du potentiel à exploiter, Voilà, il y a du potentiel. et il faut qu'on voit ça. Alors juste quand même un point sur Daniel Jones, qui, on a dit, il a fait un très très mauvais match, mais il y a quand même quelque chose, je me suis fait une réflexion, c'est que quand on avait Eli Manning, alors bon, bien sûr, je compare à Eli Manning qui avait plus 5 à 10 ans d'expérience, hein, mais quand on avait Eli Manning et que tout se passait mal, on voyait quand même que Eli Manning tirait tant bien que mal l'équipe vers le haut. Il n'y arrivait pas forcément, mais il restait quand même constant et il faisait ce qu'il pouvait. Et Daniel Jones, j'ai quand même l'impression que quand tout va mal, et ben tout va mal. Et pour lui aussi, et qu'il y aura rien à tirer. Et là, ce qui va être quand même déterminant pour lui durant ses prochains matchs sous Freddy Kitchens, hein, je pense qu'on se plante pas trop en disant que ce sera lui, ce sera de démontrer qu'il est vraiment capable de faire une progression et de tirer son équipe vers le haut. Et enfin, on a parlé de cette interception alors qu'il n'y avait aucun receveur à 10 mètres autour du lineman des Buccaneers. Ça, c'est des erreurs rookie qu'il n'a plus le droit de faire. Et, non, mais même c'est même pas une erreur rookie, là, c'est une erreur. Enfin, je veux dire, même tu vois ça dans un match de Division 3 en France, tu dis what the fuck. Ouais. Tu vois, c'est pas. Là, c'est clairement un moment d'absence. Enfin, je sais pas ce qu'il fout, mais il se dit il faut que je me débarrasse du ballon et il prend clairement la mauvaise décision, tu vois. Enfin, après, ce genre d'erreur, ça m'inquiète moins que s'il faisait preuve d'imprécision tout le temps, tu vois. Ouais. C'est plus, c'est un truc clairement. Oui, mais après, tu vois, il a aussi ses erreurs de plusieurs fois pendant le match. On voit que il snappe le ballon et il regarde un receveur et il ne bouge pas de ce receveur. Il a déjà décidé avant le snap, on dirait moi je crois que je l'ai déjà dit ça, on dirait moi qui joue à Madden, parce que dans Madden j'étais en train de me dire ok, je vais appuyer sur croix, je vais lancer les snaps, et puis en fait même si le schéma de couverture en face m'empêchait de viser le joueur à croix, et ben j'y allais et je me faisais intercepter comme une merde. Bien sûr. Bah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas évident de faire ça. Alors après, je suis un tout petit peu moins d'accord avec toi sur la partie il a jamais été capable de porter l'équipe sur ses épaules quand ça allait mal. Il y a quand même parfois où il a surnagé et où tout se passait mal, et ben il allait faire la petite course pour gagner le first down. Il était vraiment pas aidé par ses receveurs, mais il continuait à être là, à lancer les ballons, etc. On a dit ça dans certains podcasts, alors je sais plus exactement quel match, mais on s'est dit voilà, il est pas aidé, mais quand même il a fait ce qu'il fallait pour ne pas que l'équipe plonge complètement. Donc je dis pas qu'il a été le héros alors que tout le monde faisait n'importe quoi, il était le seul à jouer super bien, mais malgré tout c'est non, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est au final, il manque quand même de régularité, quoi. Je comprends que l'idée était mal exprimée, puisqu'en effet, tu as tout à fait raison. Il y a eu, en effet, ce match où rien ne se serait passé sans lui. Mais je vois pas de régularité dans son jeu. Il va avoir des très très bons matchs quand ça se passe bien, et même des bons matchs quand ça se passe mal. Mais aussi parfois quand ça se passe bien, il va avoir un mauvais match. Par contre, est-ce que tu l'as déjà vu où la défense défendait bien, où les joueurs faisaient les réceptions, où les jeux étaient bien appelés, où non, en gros une équipe NFL qui tournait. Non, ça n'a jamais existé. Ça, voilà, mais alors ce que j'allais. Attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu as déjà vu un match comme ça et où Daniel Jones s'est écroulé alors que tout le reste se passait bien? Ça, on n'a pas eu. Non, on n'a pas eu parce qu'en fait, ça n'a pas existé. En fait, malheureusement, avec cette équipe, et c'est ce qu'on constate quand même depuis un certain nombre de saisons, c'est que on n'a pas tous les astres qui s'alignent.
C'est clair. Quand clairement. Non, mais c'est vrai, l'attaque tu as raison. quand l'attaque tourne bien, c'est la défense qui en fait de la merde. Quand la défense tourne bien, c'est l'attaque ou les special teams qui se craquent. Bon, ça a été plus souvent ce deuxième scénario où en fait c'est la défense qui tourne bien et c'est l'attaque qui fait de la merde, plus que les special teams. Mais malheureusement, en effet, c'est vrai qu'on n'a jamais vu Jones dans un scénario où il y a toujours un truc qui cloche dans un match de foot de toute manière. Oui, c'est sûr. Mais en Bah tout oui. cas, dans un scénario où en fait, on va dire, l'attaque joue bien et la défense est à un niveau correct. Là comme ça, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà. Du coup, on n'a pas eu un Daniel Jones qui a été le fautif de la défaite alors que tout Non, se c'est passait vrai. bien, mais lui a très mal joué. Bon, écoute, on verra. On espère que. Moi, tu vois, si c'est ça, à la limite, presque si tout le monde joue bien sauf lui, je prends et on change de QB, quoi, tu vois. Mais là, on n'en est pas là, donc bon. Est-ce que tu veux parler de la défense qui a été moyen moins sur ce match? Ouais, enfin, on peut parler rapidement en fait de l'absence totale de pass rush. Oui. Il y a eu à la limite une pression d'Aziz Ojulari et puis un sac sur le QB remplaçant des Bucks, mais c'est tout. Mais à un moment, il y avait un third down and 10 de Tom Brady, il me semble, pendant la première mi-temps, où je crois il a littéralement le ballon 5 secondes en main avant d'envoyer, c'est énorme 5 secondes, et le commentateur le dit, il dit ah bah Tom Brady est comme dans un canapé, et puis bon il marque pas parce que en fait il arrive à trouver, tout le monde était en couverture donc il a trouvé personne, hein. Voilà, donc ouais, je pense que c'est surtout ça, hein, le pass rush qui était pas bon, et puis je crois que nos DB c'était pas la joie non plus, hein. Non, mais après, là pour le coup, sur le schéma défensif, c'était un peu moins au point que ça l'a été contre les Raiders, où il y avait beaucoup de couvertures déguisées, etc. Alors après, tu tombes contre un Tom Brady qui a énormément d'expérience, en tout cas beaucoup plus qu'un Derek Carr, donc c'est beaucoup plus difficile de le surprendre. Mais on a joué beaucoup trop de zones, avec beaucoup trop de temps pour lancer, des receveurs, notamment Gronkowski qui a fait mal, hein, Ouais. il était de retour, il a fait assez mal. Et donc trop de temps pour lancer, et c'est sûr que contre Brady il n'y a pas de secret. Je trouvais que la défense était meilleure en man, mais voilà, pas assez de blitz. Enfin bon, écoute, c'est difficile, en tout cas la faute n'est pas à la défense, hein. Clairement, quand on marque 10 points on peut pas espérer gagner contre les Buccaneers, donc voilà, ça c'est pas le point clé, mais quand même on aurait aimé voir une défense un peu plus au point, surtout après les 3 bons derniers matchs qu'ils avaient fait. Ça aurait été assez agréable. Voilà, bon, donc prochain match contre les Eagles. Alors, j'ai On va les écouté éclater. rapidement ce que les Eagles, France et toute la clique, Victor Roulier, disaient sur nous. Sache qu'on est leur pute, sache qu'on est des serpillères et qu'ils vont nous marcher dessus. Le manque de respect de leur côté est total. Maintenant que je sais qu'on va changer de coordinateur, j'espère une réaction. On va les éclater. J'espère un match accroché. On a dit qu'on les battrait 2 fois. Je pensais pas que la saison allait se passer. Non, on va comme pas ça. les battre, on va les éclater. J'insiste sur le terme. Alors, écoute, moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'espère, c'est que l'équipe va faire preuve de volonté, qu'ils vont arriver avec vraiment l'envie de faire quelque chose contre ces Eagles qui, l'année dernière, nous ont déjà pas respecté en faisant rentrer leur QB remplaçant en fin de match et en perdant et en nous privant de playoffs. Il y a une revanche à prendre, je pense que c'est encore dans la tête des joueurs. Et même si on va les éclater évidemment, mais si on venait à ne pas gagner par hasard, j'espère au moins qu'on va leur casser des bouches, qu'on va à chaque jeu qu'on va éclater un mec, qu'on va leur montrer que même si on n'est pas l'équipe qu'on aimerait être, et ben on a envie de faire quelque chose et qu'on est physique et qu'on est présent. Et que les mecs vont arriver avec une vraie haine sur le match, quoi. Voilà, j'ai envie que les mecs aient de la haine dans leurs yeux quand on joue contre cette équipe de Philadelphie, quoi. Ouais. J'ai cru que tu allais dire contre cette équipe de Fiat, parce que Cette équipe de fiottes, mais c'est une équipe de fiottes, bien sûr. Alors attends, je sais pas si t'as vu, mais en fait, Philadelphie, ils ont eu 0 jeu pendant longtemps en attaque. Il y avait un peu de tout, c'était un peu le bordel. Ils se sont trouvés une identité, ils courent 500 fois par match, ils font une passe et demie par match. Ils ont effectivement leur receveur. Alors ils sont persuadés qu'ils nous ont volé leur receveur, là, comment il s'appelle Golden Tate. Merde. Non, leur receveur super fin. Putain, j'ai oublié son nom. Merde. Ah oui, Davante Smith. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Ils sont persuadés de nous l'avoir piqué, ils sont très fiers de nous l'avoir piqué. Bon, bah bravo, messieurs. En attendant, c'est pas lui qui fait vos matchs, mais c'est plutôt le jeu de course. Donc là, c'est vrai qu'ils ont une vraie identité de jeu. Ils se sont trouvés quelque chose qui marche. Et s'ils arrivent à imposer leur jeu de course, bah, clairement, ça va être compliqué. Mais j'ai envie
que même s'ils imposent un jeu de course et qu'ils gagnent 10 yards à chaque jeu, et ben que quand le mec se fait plaquer, il se fait plaquer mais qu'il est mal. Voilà, c'est ce que j'ai envie. C'est mon Non, souhait mais sur ce match-là. si par extraordinaire, il Hasard. terminait ce match avec une victoire, mais c'est vraiment si par extraordinaire, c'est pas parce qu'ils l'auront mérité, c'est parce qu'on aura donné le match, ou que Elon Musk aura fait atterrir une fusée en plein milieu du stade pendant un no-drive, ou qu'en fait il y a un mauvais aim. Mais cette équipe n'a pas de talent, n'a pas d'esprit, et on va les éclater. Ils ont pas de race, ils ont rien. En fait, ces Eagles, je sais même pas comment on peut être supporter d'une équipe aussi pourrie, avec un espèce de logo avec des ailes là sur un casque. Bon bref, je comprends pas. Faut qu'on m'explique comment on peut devenir supporter des Eagles à un moment donné parce que. Bah moi, il faut qu'on m'explique comment est-ce que on peut s'acoquiner avec des supporters des Eagles. Et je ne vise personne en particulier, mais Ça coquiné ? De quoi tu parles ? J'ai pas la ref là. Parce que j'ai une ex qui sortait, qui était de Philadelphie, c'est ça ? Ouais, il me semble bien avoir entendu. Tu sais que j'ai toujours ce fucking t-shirt qui traîne dans mon. Alors tiens, voilà, annonce. Si jamais un supporter des Eagles écoute ce podcast, je sais qu'il y en a quelques-uns qui écoutent. Ça doit les faire. Moi, c'est la raison pour laquelle j'écoutais le podcast des Eagles, c'est parce que ça me faisait kiffer de les entendre se lamenter. Donc si quelqu'un écoute ce podcast et qui veut un t-shirt des Eagles, eh bien j'en ai un qui traîne dans ma garde-robe, qui est tout au fond de la pile, que je n'ai pas sorti depuis longtemps, qu'on m'avait offert à l'époque. Il vient direct des States et je me ferai un plaisir de l'offrir. Je peux même le dédicacer si vous voulez. Mais tu veux pas avec un mot doux sur les Eagles. Ah non, tu veux pas le brûler, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, on peut faire un feu de joie avec ce Après, Victor, il va vraiment croire que j'ai une haine viscérale pour cette équipe. Eh ben écoute, si on les bat, je te promets de faire une vidéo où je brûle mon t-shirt des Eagles. Ah, mais je viens, j'apporte des merguez. on fait un barbecue avec le t-shirt des Eagles. C'est quand même incroyable que j'ai ça dans ma garde-robe, non ? Tu crois pas ? C'est fou, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est comme ça. Bon, bref. Voilà, donc match qui s'annonce difficile, clairement, pour être un petit peu sérieux maintenant. Ils ont on va faire rentrer Strand sur le terrain et on va les éclater. Ce serait Strand et Brandon Jacobs. Brandon Jacobs qui casse des bouches en attaque et Strand qui casse des bouches en défense. Ouais. Non, mais j'ai vraiment envie que les mecs donnent tout, quoi. Tu vois, j'ai envie de voir des mecs qui se battent et pas des mecs. Tu vois, que le body language des mecs, c'est vraiment. Vous venez chez nous, vous nous avez fait chier l'an dernier, vous nous avez cassé les couilles, vous respectez pas, vous respectez personne, on va vous déboîter. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Un esprit combatif, voilà ce qu'on veut, les Giants. Et ben, je pense que et l'étincelle, peut-être qu'on l'a, tu vois, avec ce Jason Garrett qui s'est fait virer. Voilà. Ouais. Bah, très bien. Voilà. Je pense que c'est une merveilleuse conclusion à ce bel épisode de podcast. Voilà, un excellent épisode où il s'est passé plein de choses, on a eu des surprises en live. Et on vous remercie comme d'habitude à tous de nous écouter. Et puis on vous donne rendez-vous du coup pour le live dimanche, puisque le match se joue à 19h si je ne m'abuse. Donc on va pouvoir suivre ça tranquillement. Je vais pouvoir aller me coucher complètement vénère une fois qu'on sera fait botter le cul. Ça va être affreux. Et puis voilà, un dernier mot, Thiergo, qu'est-ce que tu as en tête là ? On va les éclater. On va les éclater. Voilà. Je l'ai dit 15 fois. On va les éclater, on leur roule dessus. À plus tout le monde, salut. Salut.